Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Ça va Philippe David? Ça va très bien Cécile et vous? Oui. Vous voyez, je réponds à votre question et pas à côté. C'est gentil. Merci en tout cas de m'écouter. Ça me flatte. J'étais en train de dire dans le casque de notre réalisateur qu'il était parfait. Mais Maxime est parfait. Voilà, j'en profite si on pour l'appelle le chef, c'est qu'il y a une bonne raison. Vous voulez me soudoyer pour plus que je fasse de jingle, c'est ça? Oui, un peu. D'accord. Mais non, mais franchement, c'est gentil, merci je trouve que nous avons beaucoup de chance avec cette équipe qu'on remercie à chaque fois à la fin de l'émission. Mais moi, je veux les remercier au début de cette émission. Donc, merci Aude. Merci Maxime. C'est pour que ça se passe bien. Parce que vraiment, lui, de toute façon, il coupe les micros quand il a envie. Merci. Regardez. Merci Antoine. Écoutez, merci Antoine et merci François-Louis. Voilà, c'est tout. Et merci Justine. Si on peut mettre la fin au début, ça m'arrange parce que j'ai des plans ce soir, vous me dites. Bienvenue. Non mais vous avez vu la graine qu'ils prennent. Non mais on les tient plus. Parce qu'ils ont de bonnes sources d'inspiration. Oui, c'est vrai. Vraiment les grandes gueules autour de cette table. Un jour, je vous photographierai le mur de notre bureau. C'est une ode à Philippe David. Et vous verrez de qui il s'inspire. Et je suis pas sûre que ce soit une bonne nouvelle. Allez, autour de cette table. Je crains le pire. Et on commence par Pierre-Yves Martin, entrepreneur et consultant. Bonsoir Pierre-Yves. Bonsoir. Ça me fait penser, Pierre-Yves, quand il arrive à cette émission, il me fait penser à un agneau qui arrive à un congrès de boucher. Pourquoi C'est vrai. C'est le type élégant, bien élevé, qui dit jamais un gros mot, il arrive. Bon, Et là, il dit ça, je dis rien. J'ai envie de dire, surtout à côté de Françoise de Gouard. Un agneau dans un congrès de boucher, vous trouvez pas que ça lui va bien? Non, quand même pas, on n'est pas un congrès de bouchers. J'adore les bouchers, j'adore la bonne viande aussi. Écoutez, Françoise, parfois, je vous mettrais bien le stylo sur l'oreille, comme ça. Parce que le petit bloc-notes. Quand vous râlez et que vous criez dans votre micro, dis donc, Jean-Pierre. Mais c'est une émission où on taille des bavettes, mais la bavette, c'est pas de l'agneau. C'est ça. Non, il n'y a que Bruno Pomar qui m'énerve en fait. Voilà. Et Philippe David, mais ça, c'est éternel. Allez, après toutes ces gentillesses, le sommaire de cette émission, puisqu'on va fêter les 120 ans de la laïcité. C'était le 9 décembre 1905. La France actait donc la séparation des églises et de l'État, pensée comme un principe d'apaisement qui cristallise au contraire des tensions inédites entre politiques et religieux aujourd'hui. Et on vous pose cette question. La loi de 1905 est-elle adaptée à la société française de 2025? Eh bien, vous dites non à 70%. Venez de vous dire pourquoi elle est plus adaptée. Oui. On attend vos appels au 0826 300 300 parce que moi, je pense qu'elle est adaptée et qu'il faut la remettre encore plus au goût du jour. Et puis, autre, ravi de vous avoir bien entendu en ligne. Et puis la question du soir, les députés vont se prononcer donc aujourd'hui sur le poids, comme quoi le poids de la sécurité. C'est ça. Sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, un scrutin dont l'issue s'annonce incertaine, bien entendu, incertaine surtout, et dont les conséquences politiques pourraient être majeures. Et on vous pose cette question. Vote du budget en cas de rejet, Macron doit-il dissoudre? Eh bien, vous dites oui à 95%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et moi, je pense qu'il ne pourrait passer théoriquement que par la dissolution, mais qu'il ne le fera pas. Je donne mon avis, mais je pense qu'il ne le fera pas. Vous voulez réagir avec Aude, c'est le 0826 300 300. Soyez les bienvenus. Tout de suite, le grand débat du jour. Mes chers compatriotes, nous commémorons ce 9 décembre le 120e anniversaire de la loi de 1905, loi de séparation des églises et de l'État. Cette loi dit aussi que la foi n'est pas au-dessus de la loi. Sa mission est même d'empêcher ceux qui entendent imposer à notre société leurs lois religieuses, que ce soit par l'intimidation ou même par la terreur. La République laïque n'a pas pour projet d'imposer une identité, fruit de racines culturelles, religieuses ou d'origine particulière. Elle n'a pas pour objet de lutter contre telle ou telle religion. Neutre, elle ne distingue pas entre les consciences, mais elle les veut éclairer, donc libres. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est le 0826 300 300. Jérôme qui nous appelle de Pau. Bonsoir Jérôme, bienvenue sur Sud Radio.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Sacré sujet, hein. Oui, Ah oui. oui. Et, on pourrait presque faire une disserte. Hein. Ah oui. Ben, vaste sujet et ça nous intéresse Oui. effectivement d'avoir votre avis, mon En cher Jean. revanche, si on passe 4 heures comme la disserte du bac, on rend l'antenne à 22 heures. Je pense que Magali Berda va pas être d'accord et Jacques Pessis non plus. Non. C'est large, là. C'est large. Non, mais pour moi, je pense que la laïcité est arrivée à ses limites actuelles et j'aurais préféré qu'on reste un État culturellement chrétien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vais prendre de l'autre côté justement, parce que je pense que les 70%, 9% de non qui étaient à votre sondage, c'est qu'ils veulent encore plus de laïcité. Moi j'en voudrais moins. Je vais vous expliquer. Je pense qu'on a effacé la culture chrétienne et malheureusement par l'immigration qu'on a emmenée, d'autres personnes qui ont une culture un peu plus forte ont ramené leur culture et leur religion. Et à l'heure d'aujourd'hui, on a deux phases qui sont quand même importantes. C'est la première, c'est que ça sert malheureusement notre laïcité à stigmatiser tous les musulmans. Et je pense que de l'autre côté, attendez, bougez pas, il y a l'autre côté de lame de fond. L'autre lame de fond, c'est que ça permet justement aux frères musulmans ou à des islamismes radicaux au nom de la laïcité de pouvoir s'engouffrer dans la brèche et de pouvoir justement rentrer dans notre société au nom des minorités et au nom du droit du culte. Donc vous voyez, moi je pense qu'il y a un vrai problème. On serait resté chrétien, je pense qu'on n'en serait pas là à l'heure d'aujourd'hui. Si nous avons un vrai problème avec les musulmans, arrêtons l'immigration issue de ces pays-là. Enfin, au bout d'un moment, arrêtez de tourner en rond. Pour moi, les musulmans ne sont pas le problème en France actuelle. Les 3 000 milliards de dettes ne sont pas dues aux musulmans de France. Le problème, c'est l'islam politique et les radicaux. Donc si on a un problème avec les radicaux, on combat les radicaux. Et ceux qui veulent rester modérés, laissons-les rester modérés. Car plus on va taper sur la religion musulmane, plus les modérés, on va les radicaliser. Et on va faire des quartiers qui vont devenir des quartiers bunkers identitaires, communautaires, religieux, où ils ne sortiront plus. Et un jour, ça va péter. Alors, première chose, il y a des quartiers qui sont déjà des quartiers, ce qu'on appelle les territoires perdus de la République. C'était un livre de Georges Bensoussan il y a plus de 20 ans. Mais moi, je crois qu'il y a une chose. La laïcité, elle a été faite pour garantir l'égalité de tous devant la loi et devant la croyance qui fait partie de la sphère privée. Comme disait Victor Hugo, qui est mort en 85, donc 24 ans avant la loi sur la laïcité, l'Église chez elle, l'État chez lui. C'était la conception de la laïcité qu'il y avait. Cependant, la laïcité, c'est vrai, aujourd'hui, Françoise, même si elle est de gauche, je pense qu'elle sera d'accord. Certains à l'extrême gauche, non, vous allez voir, certains à l'extrême gauche disent qu'aujourd'hui, la laïcité, c'est devenu une arme politique contre l'islam. Pas du tout. C'est une loi qui défend tout le monde et qui peut pratiquer sa croyance, mais sans l'imposer aux autres et chez lui. L'église chez elle, l'État chez lui, la mosquée chez elle ou la synagogue chez elle, l'État chez lui. Oui, mais la laïcité a effacé la culture chrétienne et a laissé livrer justement une autre religion. Non. Évidemment que oui. Mais regardez, étant donné qu'on est en train de faire tout un baratin juste pour une crèche dans une mairie. Enfin, au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut être fier de notre culture sans forcément écraser celle qui arrive. Alors attendez. Juste si vous permettez, en fait, comme le disait Philippe David, la laïcité est un élément de sécurisation de notre cadre de société. Ça veut dire que ça permet à notre société, à chacun d'entre nous, quelle que soit la confession, de vivre ensemble. Premier élément. Deuxième élément, puisque vous évoquez, laissez-moi finir, puisque vous évoquez la chrétienté, la religion, en fait, c'est pas de la faute de la laïcité si l'Église catholique, par exemple, a perdu de son influence. C'est propre à son fonctionnement, à sa manière d'animer une gouvernance et à gérer des messages et des pratiques religieuses. Rien de plus, rien de moins. Jérôme, bougez pas, Françoise de Gois. Oui, moi je pense que la loi est parfaite. Je ne sais pas comment le dire sur quel ton. Elle est parfaite, elle est parfaitement pensée. Elle a été raide, la loi. C'est vrai que Jérôme a raison. C'est-à-dire que la laïcité, en 1905, elle s'impose à l'Église de façon terrible. Ah mais on a envoyé l'armée pour arracher les crucifix dans les écoles quand même. On dégage tout. Vraiment, on dégage tout, on prend les biens. Donc voilà. Ça, c'est. Après, on a rétabli des relations. Vraiment, je rappelle que la France est la fille aînée de l'Église. Vous ne pouvez pas dire que la civilisation chrétienne, d'abord, elle n'est pas chrétienne, elle est judéo-chrétienne. Je rappelle que les commentaires du Talmud ont été terminés par Rachid, par Rachi, si vous voulez, en l'an 1000, et ça s'appelait, c'était près de Reims. Donc, si vous voulez, c'est une culture multiple. La France, c'est un fantasme. La France de Clovis, ça n'existe pas. Donc, la laïcité, pour moi, le cadre est parfait. La loi de 2003, pour moi, elle est parfaite. Qu'est-ce que vous appelez la loi de 2003 ? Ni croix, ni croix, ni kippa, ni voile. C'est 2004. Oui, pardon, 2004. Porté par Alain Juppé et voté par l'ensemble, comment dirais-je, des groupes. Voilà. Allez, c'est parfait.
Pour moi, c'est parfait. Vous restez avec nous. Jérôme, on vous lâche pas, on fait juste une petite pub. Comme Jérôme, vous voulez bien entendu débattre avec nos vraies voix du jour, avec Pierre-Yves Martin, avec Françoise Degois et Philippe David, vous êtes les bienvenus. C'est le 0826 300 300, vous attend. Et c'est Aude qui vous attend de pied ferme. Attention, parce que Tata Aude, elle rigole pas. Allez, soyez les bienvenus. Aude, ça va comme surnom. Qu'est-ce qui vous arrive, tata, yo, yo. C'est une grande famille ici. Ah oui, c'est ça. Et vous me ferez deux patères et je reviens dans un instant. Très bien la grande famille. C'est ça, ouais. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus, Philippe David. Et autour de cette table de Noël, puisque nous sommes, c'est le mois de Noël, donc c'est une table de Noël. Voilà, vous avez fait votre sapin? Non, oui, absolument. Ah, très bien. Je l'ai fait. Ouais, il est magnifique. C'est le plus beau sapin du monde. Ah ouais, d'accord. C'est du vrai sapin? Non, parce que j'ai un problème avec le fait de couper des sapins. Mais moi, c'est pareil. Donc et de les jeter sur. Ça me rend malade. J'ai acheté. Il y a à peu près 3 ans, pour tout vous dire, un très beau sapin faux. Je suis allée l'acheter le 29 décembre. Voilà. Comme ça, il était bien cassé au niveau du prix. Et maintenant, je l'ai depuis 5 ans. Et il est magnifique. Alors que j'avais cette tradition, Philippe aussi, on allait couper le sapin en montagne, etc. Je ne veux plus toucher à un seul sapin. Moi non plus. Voilà. En attendant, au 0826 300 300, Jérôme est avec nous et on revenait sur cette date anniversaire du 120e anniversaire. On célèbre la loi de 1905. La France actait il y a 120 ans la séparation des églises et de l'État. Et Jérôme nous disait il y a quelques instants qu'il préférait que nous revendiquions, si c'est bien compris ce que vous avez dit, le fait que nous soyons catholiques. Oui, chrétien, culturellement chrétien. Oui, chrétien, pardon, excusez-moi. Parce que chez les chrétiens, il y a un paquet de cousins. Oui, pardon. Et puis des cousins qui n'ont pas été germains tout le temps. Chrétien, vous avez raison. Non, c'est juste ce que je veux dire, c'est que pour moi, pour moi, je veux dire, on a le droit à la liberté de culte. C'est ce que représente la laïcité à la base, et que notre culte ne doit pas intervenir ou interagir sur les autres. C'est une liberté individuelle. Le problème, on voit à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'on a des gens qui se servent de notre état de droit et qui se servent aussi de notre laïcité pour pouvoir implanter l'islamisme radical. Et moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'on fasse la différence entre l'islamisme radical politique, aussi un islamisme, communautaire et identitaire, des gens qui nous détestent, qui détestent notre façon de penser, notre façon de vivre, et qui finalement se regroupent ou se referment sur eux-mêmes, justement parce qu'ils nous détestent. Jérôme, pardon, je vous coupe. Il faut faire vraiment une différence, parce que chez les musulmans, il y a un paquet de différents, en fait. Il y a des radicaux, Jérôme, il y a des identitaires, j'ai une question, Jérôme, s'il vous plaît. À quel moment, pour vous, ça a commencé à glisser? Si vous vous souvenez, Personnellement, moi je pense, bienvenue dans les années 80 et les années Mitterrand, je suis désolé de tout leur foutre sur la gueule, idéologie de gauche post-68 et les années 80, mais tout, éducation, tout. Non. On va faire réagir. Alors, on peut répondre, parce que moi, mais... fallait caresser Attendez, mais écoutez, non, Jérôme, il faut arrêter ces délires. Jérôme, il faut arrêter ces délires. Dans les municipalités, je vais vous donner le nom d'un certain nombre de maires de droite qui ont passé, si vous voulez, leur vie à passer des accords. Le premier, il s'appelle Gérald Darmanin. Le premier, laissez-moi Françoise. Laissez-moi finir. Jérôme, s'il vous plaît, laissez Françoise parler. Qui est-ce qui a validé l'OIF? À un instant là, en son congrès. Laissez-moi, c'est pas la peine. Mais j'allais vous dire qui c'était. Je connais la réponse, vous n'avez pas besoin de me donner la réponse à chaque fois. Je la connais. Il s'appelle Françoise. Non, mais parce que ça m'insupporte. Mais non, il n'est pas du tout zen parce que vous dites des choses absolument indéfendables. C'est Nicolas Sarkozy le premier. Jérôme, laissez-moi finir. C'est Nicolas Sarkozy le premier qui valide l'OIF, qui installe l'OIF, qui est véritablement le cœur combattant. Mais arrêtez. Mais les prémices de rien. Jérôme et Françoise, s'il vous plaît. Jérôme et Françoise. Jérôme, est-ce qu'on peut en placer une? Oui, attendez. Moi, je crois que c'est un mix des deux. Parce que rappelons-nous quand même que dans les années 80, il y a l'affaire Duvois à la Creille.
Eh bien oui, quand même. Et qui prend parti pour le voile? Lionel Jospin, qui est ministre de l'Éducation, dit circuler, il n'y a rien à voir. Et Daniel Mitterrand dit que c'est pas grave. Oui. Allez, je suis d'accord. Mais qui installe l'OUIF? Françoise, s'il vous plaît. On est d'accord. Françoise. Oui. Allez, François Libourne. On a un auditeur, plutôt un de nos internautes sur Fatigué, Twitter, qui nous dit « Je rappelle quand même la seule définition qui doit être retenue. Il cite « La République est laïque, mais la France est chrétienne. » Et ça vient du général de Gaulle. Et c'est J'aime le Comté qui nous a laissé un petit message sur notre Twitter. Voilà. Oui, bon, d'accord, très bien. Ok, une fois qu'on a dit ça, la France n'est pas chrétienne. Jérôme, merci en tout cas d'avoir débattu avec nous. C'était sympa, Jérôme, pardon. On s'enflamme. Et moi, j'adore. Il parle, Françoise. Bah oui, mais il parle, et moi aussi, je parle. Bah oui, mais il me disait un truc. Ouais. Jérôme, merci d'avoir débattu avec nous. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez. Merci Françoise. Bonne soirée. Merci, passez une belle soirée. Vous restez avec nous dans un instant. Je suis au bout du rouleau. Allez, les amis, soyez les bienvenus tout de suite. Et si vous étiez ministre? Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et si vous étiez ministre de l'Intérieur et des cultes, par exemple? On y retourne. Amen. Et c'est Hervé d'Antony qui nous appelle. Bonsoir, monsieur le ministre. Bienvenue. Bonsoir. Oui, c'est pour éviter la foire d'empoigne qu'il faut des ministres, d'ailleurs. C'est pour ça que c'est bien de faire un texte. Oui. Moi, j'ai pensé véritablement, comme on avait fait un texte dans les années 1801 pour régler le problème entre la République et puis les Juifs, si vous voulez. 1808. Le consistoire 1008. Napoléon. Oui, je comprends que le Concordat, d'accord, oui. Oui, le Concordat, c'est autre chose. On laisse finir. Oui, d'accord. Mais enfin bon, c'est pour régler les problèmes entre les églises. Et donc là, moi, je pense qu'il faudrait faire un texte en une dizaine de points où, notamment, peut-être répéter les choses pour les églises chrétiennes et puis juives. Mais bon, de ce côté-là, il n'y a pas de problème puisqu'ils ont déjà signé. Et donc, pour reconnaître, si vous voulez, qu'il y a une séparation entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, qu'on peut changer de religion sans problème. Et donc moi je pense que c'est ce type de texte qui pourrait faire en sorte qu'il n'y ait plus de foire d'empoigne comme il y a eu tout à l'heure, parce que c'est vrai que on se dispute dans la mesure, si vous voulez, où les règles sont pas claires. En fait, excusez-moi, vous demandez qu'on refasse. Excusez-moi, monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Pardon. Crime de lèse-majesté. Voudriez ce que Napoléon Bonaparte a fait avec le grand Sanhédrin en 1808, mettre une liste de points pour la religion juive, si elle est prête à s'adapter à l'Empire. Et comme le grand Sanhédrin a dit oui, les Juifs ont été intégrés totalement. Ils ont eu le droit de choisir leur nom. Absolument. C'est pour ça que vous avez Laurent Fabius qui s'appelle Fabius. On ne sait pas parce que les Juifs ont choisi leur nom. Fabius, mais parce que Napoléon Bonaparte a fait une liste. Bien sûr. Et je suis d'accord. Qui n'a pas beaucoup parlé. Ouais, juste dire que je suis absolument d'accord. Mais je suis tout à fait d'accord. Tout le monde pense. Et d'abord, je vous remercie pour vos lumières parce que c'est formidable, nos auditeurs. Ils connaissent la date du consistoire, même si c'est 1808, c'est pas grave. Oui, c'est le consistoire, d'accord. Mais vous avez, c'est formidable. Je vous félicite parce qu'il y a très peu de gens. Mais je pense que le problème de l'islam, beaucoup de penseurs de l'islam comprennent effectivement qu'il faut organiser cette religion. C'est la difficulté de l'islam, c'est de son incapacité à s'organiser, la volonté de ne pas s'organiser. Mais quand on y arrivera, ce sera remarquable. Pierre-Yves Martin. Moi, je ne sais pas s'il faut organiser une espèce de texte, de charte, de réglementation. Je peux avoir un avis différent c'est dingue ça. Hervé, enfin, qu'est-ce qu'on avait dit au début? Vous êtes ministre, c'est ça qui m'avait échappé. Vous avez complètement raison, monsieur le ministre. Ça, c'est l'agneau, tu vois. J'adore ce que vous faites, monsieur le ministre. Allez, on y va. On a 40 secondes. Non, et je pense que voilà, à partir du moment où on veut tout réglementer, c'est que déjà, il y a un souci parce qu'il n'y a pas une volonté de coexister ensemble. Je suis pas d'accord avec ça. Merci beaucoup, monsieur le ministre Hervé d'Antony, parce qu'en plus on vous a anobli. Merci. Mais moi je crois que c'était Richard d'Antony. C'est bon. Vous l'avez déjà faite, elle m'a déjà pas fait rire. Les amis, vous restez avec nous dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix, Philippe David. Est-on définitivement condamné, même si on ne l'a jamais été? Je pose la question. Françoise Degois. Brigitte Macron pète les plombs et il faudrait qu'elle s'excuse, ça serait bien. Pierre-Yves Martin. Moi je vais vous parler du marché de Noël de Lamballe. Très bien.
Et pour emballer, ils en emballent des cadeaux. Allez, à tout de suite. C'est pas pire que Charentoli. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et autour de cette table, un expert en entreprise. C'est Pierre-Yves Martin. Bonsoir. En fait, il est en train de se dire, mais de qui parle-t-elle? De vous, en fait. Non, c'est lui. pas, Si, c'est moi, c'est pas bien. C'est très bien. Ça veut dire quoi, expert? Je sais pas, ce sont vos mots, c'est pas les miens. Oui, mais c'est comment vous le prenez, vous? Mal. J'adore. Mais parfois, alors vous êtes supérieurement intelligente, mais parfois vous êtes bête comme vos pieds. T'as mangé t'as mangé de la paille. C'est non, c'est ce que disait ma grand-mère. Oui. Ma grand-mère. Elle vous connaissait bien. Oui. Non, elle ne disait pas ça à moi. Ma grand-mère disait toujours, mon Dieu, cet enfant. Et je répondais, mais qui m'appelle? Elle avait déjà le boulard à l'époque. Oh, j'ai pas de boulard. Françoise de Goa. Françoise de Goa. C'est pas un défaut que j'ai, le boulard. Philippe David, bien entendu, et le jingle tant attendu du tour de table de l'actu. Vous pouvez peut-être donner vos manteaux, on va passer à la table? Non, je suis pas d'accord. Ah, mais là, c'est sérieux. Philippe Bilger, vous pouvez pas être en désaccord, Philippe, avec Bilger. Alors, je ne suis pas totalement péremptoire là-dessus. Ah bon? Vous savez très bien que j'ai raison et ça vous fait bien yesh, mais c'est la vérité. Le tour de table. De l'actualité. Quelle honte. Comment elle parle, c'est pas possible. Ah oui. Mon Dieu. Philippe David, puisque vous avez la parole. Écoutez, on va commencer. Je vais parler de ce qui s'est passé. Alors, sous un angle complètement différent de Françoise. Non, on va pas faire Brigitte Macron. Non, moi je parle pas de Brigitte Macron. Mais si, non, vous permettez. Je parle d'Harry Habitant contre. Vous permettez. Mais il dit ce qu'il veut. Contre qui des femmes manifestent alors que il n'est plus mis en examen, parce que le juge a annulé sa mise en examen, en l'accusant de viol et tutti quanti. Alors moi je pose une question. Quand quelqu'un n'a pas été condamné, doit-on jeter l'opprobre sur lui? Mais on vous dit, ah oui, il n'y a pas eu de procès. Classé sans suite. Classé sans suite, oui. Pas blanchi, classé sans suite. Ça n'a rien à voir. Oui, mais le juge a enlevé la mise en examen. Oui, mais ça n'a rien à voir. Le dossier, il est solide. Alors, excusez-moi, c'est tellement solide que la mise en examen a été retirée. Bien donc sûr. s'il n'était pas si solide que ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense qu'avec l'affaire Julien Bayou, certains feraient bien de faire un peu attention avant de balancer l'opprobre sur des gens. Alors, je rappelle Julien Bayou, j'avais fait un coup de gueule d'ailleurs, c'est Sandrine Rousseau qui va sur un plateau de télé à 1 heure de grande écoute en disant « J'ai vu l'ex-compagne de Sandrine Bayou, elle est traumatisée vu ce que lui a fait subir son mari. » Julien Bayou, pardon. Elle est traumatisée, etc. Julien Bayou perd son poste de député parce qu'on lui retire l'investiture, parce qu'il a été accusé sur une télévision. Alors moi, je crois deux choses. Premièrement, la présomption d'innocence n'est pas faite pour les chiens, pour les chiens. C'est dans le droit français et il faut la maintenir. Mais la seconde chose, c'est que quand quelqu'un n'a pas été condamné, et qui n'est même pas passé devant le tribunal en plus, et que la mise en examen est annulée a fortiori, il est définitivement présumé innocent. Ce n'est pas le cas, c'est en cassation, je pense. Mais attendez, est-ce qu'il a été condamné? Non, il n'a pas été condamné, donc il est présumé innocent. Parce que définitivement, c'est la cassation. Je vais vous dire, quand je vois l'affaire de Julien Bayou, quelqu'un va raconter n'importe quelle saloperie, il n'y a pas d'autre mot, sur un homme, sur moi, sur qui vous voulez, et on va lui dire, on va me dire, écoute, il y a quelqu'un qui a dit un truc sur toi, tu dégages de l'antenne, tu as une perte de bord sociale, alors qu'il y a pas sur un homme ou sur une femme, sur une femme. Et donc, je n'en peux plus, la présomption d'innocence, merci. Allez, je suis d'accord avec vous, mais pour une erreur de Julien Bayou, il n'y a par exemple plus Denis Baupin. C'est-à-dire que l'alerte, ça fonctionne. J'entends tout à fait les gens qui disent attention, il y a des dérapages, etc. Mais il y a des réalités. Nicolas Bedos, j'ai entendu toutes les vierges effarouchées monter au rideau, il est condamné. Denis Baupin, il est condamné. Et heureusement qu'on signe sa mort sociale. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a effectivement peut-être des dérapages. Par ailleurs, sur Harry Habitant, moi je suis pas juge d'instruction, je m'en fous. Je dis simplement que les gens ont le droit de manifester. Et c'est le travail des féministes. Les féministes, aujourd'hui... Ne manifester, pas de l'interdire de faire son métier. Bien sûr, bien sûr. Les féministes d'aujourd'hui, je vous assure, quand vous discutez avec les féministes des années 70, c'est des agnelles. C'est un peu les gens, notre ami Martin à côté, c'est des agnelles par rapport à ce qu'ont fait toutes les féministes des années 70, en terminant en apothéose avec le manifeste des 343 salopes. On n'aura pas le temps pour tout le monde. Voilà, donc... Pierre-Yves Martin. Ça va, elle ne m'effraie pas, moi.
Moi, je trouve que je comprends tout à fait le point de Philippe autour de la nécessité d'instaurer un temps, un cycle d'attente et d'observation avant de procéder à un jugement définitif, une intervention quelle qu'elle soit. Je trouve juste que dans le mouvement féministe, je ne sais pas comment on peut le qualifier, MeToo, etc., il y a eu effectivement de très bonnes choses, à savoir la capacité à alerter. Mais il y a eu aussi, et peut-être qu'il y a besoin de temps pour maturer, pour retrouver un équilibre, il y a eu aussi des excès dans la sur-réactivité, sur-représentation de ce sujet-là, en ne respectant pas les principes élémentaires de la vérité. Voilà. Mais bon, la balance, elle est quand même en faveur de MeToo. Je suis vraiment désolé, Weinstein, s'il n'y a pas MeToo... On va pas faire un débat là-dessus, on n'aura pas le temps. Oui, alors Brigitte Macron... Parce que forcément, vous rebondissez sur Brigitte Macron. Brigitte Macron, qui, je le rappelle, n'est pas dans la salle le jour où les femmes manifestent. Vous avez cette vidéo, je trouve ça délirant que quelqu'un puisse diffuser cette vidéo. Cette vidéo où vous avez Harry Habitant, pauvre chou, qui dit là j'ai peur. Il a peur, Harry Habitant. C'est délirant d'entendre ce type-là dire j'ai peur, j'ai eu peur. 4 manifestantes dans sa salle. Et vous avez Brigitte Macron qui les traite de sale conne. Donc, moi, honnêtement, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour Brigitte Macron. J'ai toujours défendu Brigitte Macron parce que je pense que ce qu'elle vit est dégueulasse par rapport à sa question d'identité. Mais vraiment, je suis tombé vraiment, les bras m'en sont tombés. De voir cette femme qui est professeure, qui a l'air d'être assez, pas progressiste, parce que c'est quand même une bourgeoise de province, de droite. Non, mais je veux dire, c'est pas la nana échevelée qui va filmer des pétards, etc. Mais qui a l'air respectueuse. Parler comme ça d'autres femmes. D'où parle-t-elle? Elle est femme du président de la République. Tout ça se fait en plus de ça dans ce huis clos mondain, dans l'entre-soi. Vous avez des animateurs télé et mon pauvre petit, vous avez Harry Habitant qui pleurniche et la femme du président, comme si son président de mari était pas assez dans... Brigitte Macron, c'est la meilleure part d'Emmanuel Macron. Quand dans tous les sondages de qualité, elle a toujours été préservée. Mais excusez-moi, mais vraiment, pour moi, c'est vraiment une image qui se déchire. Et en plus de ça, elle ne peut pas faire ça de l'endroit où elle parle. Que je traite machin truc de pauvre con ou de pauvre conne, etc. On est entre nous si on commençait à diffuser toutes les insultes et les écarts de langage. Mais ça n'engage pas nous, ça n'engage pas le pays. Qui veut répondre? Je trouve qu'il y a effectivement une expression, j'ai lu ça aujourd'hui, il y a une expression de vulgarité de sa part qui est peu compatible avec son rang. Voilà. Alors moi je vais prendre sa défense, c'est une réaction épidermique. Savait-elle qu'elle était filmée ou pas? Ça c'est quand même une autre question. Et dernièrement, quand on accuse quelqu'un de violeur qui est peut-être innocent, qui a été au moins innocenté, au moins pour le moment, qui n'est pas condamné par la justice, je pense que c'est largement plus grave que dire que quelqu'un est con ou conne. Non, mais pardon, mais Philippe, vous ne pouvez pas passer là-dessus. Vous auriez n'importe quel type d'extrême gauche qui aurait fait ça, vous auriez fait un édito. Pas automatiquement. Allez, les amis, on retrouvera Magali Berda à partir de 20h avec ce sujet. On ne vit pas dans la même France. Vous pouvez d'ores et déjà, si vous voulez, appeler au 0826 300 300 si vous voulez participer au débat. Beaucoup plus léger le marché de Noël du week-end de Lamballe Armor, ça va nous détendre. Si léger que ça. Alors le week-end dernier, j'ai passé 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, à Lamballe, dans les Côtes d'Armor, en Bretagne. Vous avez fait du cheval? Parce que c'est un très bel hippodrome. Exactement, il y a un très beau haras national. Magnifique. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc alors, très rapidement. On envoie. Mon épouse, ma charmante épouse, a développé une entreprise. Parce qu'en plus, elle est charmante. Une entreprise qui produit et distribue des produits apéritifs pour des épiceries fines et des cavistes. Et le marché de Noël de Lamballe est l'un des plus importants en France. Avec une fréquence de 15 000 personnes par jour. Et donc, du coup, on tenait un stand pour vendre des rillettes, des tartinables de légumes. D'accord. Et pendant donc 3 jours, j'ai vu défiler des gens, des jeunes, des vieux, des familles, des célibataires, plein de personnes d'horizons différents. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il y avait, pour la première année, ça fait 19 ans que ça existe, ce marché de Noël, et pour la première année, d'après les autres exposants qui avaient l'habitude, il y a eu une baisse sensible de consommation, d'achat, et que les 30 000, 40 000 personnes qui ont défilé pendant ce week-end
ont plus regardé, se sont plus promenés. C'est magnifique, en plus, dans le Haras, vous êtes il y a 4-5 grandes écuries, et donc chaque producteur tient un stand, etc. Donc c'est super. Mais peu très consommé. agréable, mais pas de consommation. Et j'ai trouvé ça très, très alarmant et très éclairant sur notre situation actuelle. Quand vous discutez avec des élus, je pense à Xavier Bertrand, avec qui je parlais l'autre jour, président de la région des Hauts-de-France, anciennement Hauts-de-France, il disait, tu sais, quand on fait la braderie, là, eh bien, il y a des gens, moi je fais les brocantes, il y a des gens qui négocient pour 50 centimes d'euros. En fait, on ne se rend pas compte en réalité. C'est pour ça que, est-ce qu'on vit dans la même France? Je pense que sur les plateaux, nous ne vivons pas dans la même France en fait. Et c'est très, clair, tu as complètement raison. Et vraiment, même nous, même si on fait des efforts pour rester ancrés, eh bien, on se désancre. Mais c'est clair qu'il y a un gros problème. 1 de pauvreté, 2 de pouvoir d'achat en France. Ça, c'est quand même une réalité. Allez, vous restez avec nous dans un instant. L'info en plus, Édouard Philippe qui est favorable à la création d'un état d'urgence narco. On va en parler, bien entendu. Vous pouvez d'ores et déjà nous appeler 0826 300 300. Et puis le coup de gueule de Philippe David à partir de 19h. Le ridicule ne tue pas. Heureusement pour la FIFA. Très bien. Et puis je vous rappelle notre question du soir, puisque bientôt le vote du budget. En cas de rejet, Emmanuel Macron doit-il dissoudre, Philippe? Eh bien, pour le moment, vous dites à une majorité brejnevienne de 92% que oui, il doit dissoudre. Voilà, en tout cas, c'est le programme. Khrouchtchevienne à 92. C'est le programme jusqu'à 19h30. Soyez les bienvenus. 0826 300 300. Aude vous attend, bien entendu. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus, Philippe David. Philippe David, ça va? Ça va très bien, et vous? Vous êtes sûr? Ah, mais ça va très bien, et vous? Voilà. Ce type est en boucle. Oui, ça va. J'ai l'impression que. Et vous, ça va? Ça va, et vous? Ça va très bien, et vous? Et vous, ça va? Ça va Et quel temps il fait? Et vous, ça va très bien, et vous? On se croirait dans le film, dans un nid de coucou, non? Oui, ça se passe dans un asile, alors. Bon, les amis, ça finit super bien sur toi. Philippe David, Françoise Degois, Pierre-Yves Martin autour de cette table. Tout de suite, l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et donc, Édouard Philippe, favorable à la création d'un état d'urgence narco, François Louis. Oui, on va écouter un petit son d'ailleurs, parce qu'Édouard Philippe s'est exprimé hier soir sur le plateau des LCI. Ah bah bon, alors du coup, j'y vais tout de suite, je fonce. Un dispositif a effectivement été évoqué hier soir par l'ancien Premier ministre, qui permettrait notamment une utilisation de moyens contrôlés, mais dérogatoires au droit commun pour lutter contre le narcotrafic. C'est Arnaud Péricard qui est porte-parole d'Horizon. Bonsoir. Bonsoir. Alors, détaillez-nous un petit peu cet état d'urgence narco. Porte-parole d'Horizon, c'est important de le dire. Oui, vous l'avez dit. Je l'ai signalé. Est-ce qu'on peut, Arnaud Péricard, bougez pas, on a le son. Comme ça, on vous fait écouter le son. Parfait. Je pense qu'on pourrait se poser la question, et moi je suis assez prêt à avancer sur le sujet, d'un état d'urgence narco qui serait évidemment très limité dans le temps et très limité dans l'espace. Alors, détaillez-nous justement un petit peu cet état d'urgence narco évoqué par Édouard Philippe, Arnaud Péricard. Bon, déjà, notre pays a été frappé par des tragédies terroristes et on a su à chaque fois, et je pense, répondre de manière efficace en mettant un cadre parfois dérogatoire, rapide, avec des durées de garde à vue, des moyens, la mobilisation du renseignement, notamment territorial, pour lutter contre la menace terroriste. Ce que propose Édouard Philippe, c'est la duplication de ce système, avec également une mobilisation sans précédent de moyens de l'État, des moyens des forces de l'ordre, des moyens du renseignement, de la technologie, pour pouvoir agir plus efficacement. Je vous donne un exemple concret. Les drones utilisés par les polices municipales n'ont pas le droit aujourd'hui de survoler un certain nombre de quartiers difficiles. Or, on sait très bien qu'un drone de surveillance qui survole les toits d'un certain nombre d'immeubles, ce sont des outils efficaces pour rechercher parfois des planques, des lieux de trafic. Donc ça, c'est un micro-exemple et on a besoin de mobiliser ces moyens et on a surtout besoin d'avoir un cadre d'intervention exceptionnel. Notre pays a su démontrer, par exemple, dans le passé, Notre-Dame, les Jeux Olympiques, que quand on a un cadre exceptionnel d'intervention, on arrive à avoir des résultats exceptionnels. Arnaud Péricard, il faudrait aussi remettre dans ces cas-là les frontières, parce que qu'on le veuille ou non, le hashish, il est importé massivement du Maroc, la cocaïne d'Amérique latine. Il faut faire une impasse sur Schengen pendant un certain temps?
Non, pas forcément, mais je précise que dans les moyens d'intervention, et ce que précisait Édouard Philippe hier, on peut mobiliser des moyens militaires, d'autres pays le font, les États-Unis l'ont fait récemment, on peut mobiliser des moyens militaires, voire même pour tirer sur des canots ou des bateaux qui font du trafic. Ça a été fait sous Édouard Philippe à partir de 2017, donc on a des moyens d'intervention qui existent, il suffit simplement d'avoir un cadre d'utilisation et d'emploi. Et Arnaud Péricard, j'ai juste une question. Vous savez quand même que les Français vivent déjà avec l'état d'urgence qui était, comment dirais-je, qui décrété en 2015 après l'assassinat de Charlie et qui se prolonge bien sûr. Nous avons l'entraînement maintenant de vivre avec l'état d'urgence. Je ne vois pas cet état d'urgence, il est carrément rentré dans les mœurs en réalité. Je ne vois pas, à part, est-ce que c'est un truc pour se différencier de la part d'Édouard Philippe, mais honnêtement, je ne vois pas quelle est la valeur ajoutée. Nous sommes déjà en permanence quasiment en état d'urgence. En fait, en réalité, il n'a jamais quitté notre quotidien, l'état d'urgence. Arnaud Péricard. Il a été mobilisé dans un cadre particulier, il a été également mobilisé dans un cadre donc de lutte contre le terrorisme, de lutte contre la pandémie sanitaire. Là, on dit simplement que dans des conditions qu'il reste à définir, et il n'a pas besoin aussi de s'appliquer géographiquement partout et de manière permanente. On connaît les zones de deal, on connaît les zones de rayonnement, mais on sait aujourd'hui qu'on a des narcotrafiquants qui ont à cœur de mettre à mal l'État, qui ont à cœur de fragiliser l'État, et l'État français, je suis désolé de le rappeler, est perçu par un certain nombre de narcotrafiquants internationaux comme un État faible qui laisse se propager le trafic. Donc il faut absolument inverser cette tendance et il faut des moyens d'action. Les moyens d'action, ce sont aussi des moyens juridiques. Pierre-Yves Martin. Oui, bonsoir. Moi j'ai peur que cette parole soit un effet d'annonce, parce qu'en regardant dans les années qui ont précédé, tous les gouvernements, tous les responsables politiques ont voulu faire des effets d'annonce, sont descendus notamment dans les lieux, dans les hauts lieux de cartels de drogue en France, pour porter une parole, mais c'est tout. Et en fait, l'élément, notamment quand on évoque un cadre exceptionnel avec l'intervention de l'armée, moi j'ai toujours eu l'impression que l'armée n'était pas disposée à intervenir sur ces sujets-là. Mais peut-être que j'ai mal compris. Donc du coup, il y a aussi peut-être, avant de faire une parole, il y a peut-être à détailler, à construire un plan d'action clair et cohérent, et après de le communiquer, pas l'inverse. Arnaud Péricard, 30 secondes. Et Arnaud ? D'effet d'annonce sur le sujet. C'est un sujet qui est sérieux, mais notre pays a montré que quand il se mobilisait pour se défendre contre un certain nombre d'attaques et de menaces, il arrivait à avoir des résultats. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas contre le narcotrafic. Merci beaucoup Arnaud Péricard d'avoir accepté notre invitation, porte-parole d'Horizon. Vous restez avec nous, on fait une petite pause juste après cette pause. Philippe David, le coup de gueule de Philippe David. Je le dis, je le répète, le ridicule ne tue pas, heureusement pour la FIFA. Mais tout de suite, votre argent, notre argent, c'est important. On en parle avec Thomas Binet. Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir présente. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Je suis accompagné de Mathias Bassino, qui est directeur des marchés européens de la néobanque Trade République. Bonsoir Mathias. Bonsoir Thomas. Alors on va parler d'un sujet qui parle malheureusement, je pense, à beaucoup de personnes. Il s'agit des découvertes bancaires. Oui. Bon, première question, parce qu'elle est importante. Comment on se les évite, ces découvertes ? Ça peut paraître évident, mais... Déjà, il faut dire que ça concerne beaucoup de monde. Mais oui. Donc c'est un phénomène qui est important et qui a tendance à grandir en France. Donc les découvertes bancaires en France, c'est une part importante de la population et le montant moyen a augmenté. Quelques chiffres rapidement. Donc on a 4 Français sur 10 qui sont à découvert au moins une fois dans l'année. On a entre 1 et 2 Français sur 10 qui sont à découvert tous les mois. Le montant moyen d'un découvert bancaire en 2025, c'est 411 € et c'est une hausse de 85 € par rapport à 2024. C'est le plus haut enregistré de découvert depuis très longtemps, depuis au moins 15 ans. Et c'est le signe, évidemment, que le pouvoir d'achat est en difficulté. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont à découvert et c'est un phénomène qui augmente. C'est pour ça que je voulais en parler. Oui, c'est malheureux parce que ça démontre aussi une forme de précarité pour les personnes concernées. Mathias, en quoi c'est grave d'être à découvert ? Alors on peut l'imaginer, mais c'est surtout les conséquences qu'il faut regarder. Je dirais que ce qui est le plus grave, c'est que quand on est à découvert, on se sent pas bien, tout simplement. Pour l'immense majorité des gens, être à découvert, c'est des émotions négatives,
de la peur, de l'angoisse. C'est très désagréable. Ensuite, la réalité économique, c'est que les découverts ont un coût très important. J'insiste là-dessus. Les frais liés à un découvert, ça représente un coût vraiment significatif. L'exemple absurde, c'est qu'un découvert de 1 euro, dans certaines banques, peut vous coûter 10 euros de frais fixes, avec des taux sur les découverts, donc ce que vous coûte le découvert, qui peuvent être pour les petits montants jusqu'à 25 000%. Donc il y a des vrais problèmes sur les frais liés aux découverts en France. Le premier d'entre eux, c'est que en général, les gens ne se rendent pas compte qu'il y a un coût lié à ces découverts. C'est les agios, les commissions d'intervention, etc., etc. Je rappelle que les découverts bancaires rapportent environ 6 milliards d'euros par an aux banques françaises, selon les estimations. Oui, bon, ça démontre quand même que, effectivement, quand on essaie de chasser d'ailleurs les petites dépenses qui posent problème, ça en fait partie. Alors, comment on fait, justement, Mathias, pour s'éviter ces situations sans pour autant se priver? Parce qu'il y a aussi ça. Bien sûr. L'enjeu, c'est de prendre son argent en main et d'avoir une forme de recul et de contrôle petit à petit dans ses habitudes. Donc moi, je suis pas là pour culpabiliser les gens. Je suis là pour les aider. Et pour les aider, il y a un truc qui fonctionne très très bien, c'est les alertes automatiques. C'est-à-dire que vous fixez des alertes quand votre compte est à tel niveau, tel niveau, tel niveau, et quand c'est le cas, vous recevez un SMS. Ma mère, pour ne pas la citer, sa vie a changé le jour où elle a reçu tous les matins un SMS de sa banque pour lui dire où elle en était sur son compte. Faire un budget, avoir des bonnes habitudes, c'est ça qui peut vous aider dans la durée. Plutôt que de vous priver, plutôt que de stresser et d'angoisser, formez-vous, créez des règles, faites un budget et essayez de le suivre de manière aussi automatique que possible. Et puis si on est raisonnable, il faut peut-être aussi quand même à un moment donné se poser la question peut-être de réduire ses dépenses, parce que c'est quand même la base aussi. Faire un budget tous les mois, si vous avez écouté ces chroniques, vous savez qu'il ne faut pas le faire seul, mais le faire avec quelqu'un. Absolument. Et donc, normalement, le fait de le faire avec quelqu'un va vous aider à le tenir. Je vais juste vous donner un petit chiffre, histoire de bien dire à tout le monde ce que ça peut représenter pour les motiver. Un découvert de 100 euros pendant 15 jours, ça peut coûter jusqu'à 5 euros d'agio, plus 8 euros de frais forfaitaires, c'est 13 euros pour 100 euros de découvert. C'est considérable sur 15 jours. Donc faites attention. Priorisez les dépenses essentielles, bien sûr. Profitez des aides si vous y êtes éligible. Achetez malin. Il y a plein d'outils aujourd'hui pour le faire. Ce qui est important, c'est d'avoir des bonnes habitudes. La première d'entre elles, c'est de faire un budget. La deuxième d'entre elles, c'est d'avoir une épargne de précaution qui vous empêchera d'avoir besoin du découvert. Puis Mathias, on peut être d'accord sur le fait que si c'est trop souvent répété, ça peut amener aussi un interdit bancaire, pour terminer. Bien sûr, et ça impacte aussi négativement votre score de crédit. Donc si vous voulez ensuite faire un crédit immobilier, on en a parlé dans cette chronique, ça peut vous poser des problèmes. Formez-vous, faites l'effort de mettre en place ces habitudes budgétaires, c'est ça qui vous aidera. Enfin, attention à la publicité, y compris à celle des banques qui vous présentent les crédits conso, les découverts comme des facilités. Ce n'est pas des facilités, c'est des difficultés pour demain. À suivre. Merci Mathias pour votre analyse. On vous retrouve mardi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h27 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Avec Trade Republic, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Est-ce que vous vous étiez rendu compte, chers amis qui nous écoutaient tout le temps, que Françoise était là aujourd'hui? Bah oui, on ne peut pas passer à travers. Qu'est-ce que vous êtes méchant. Françoise de Goua. Non, mais c'est vrai, ça veut dire que vous avez une vraie personnalité, Françoise. C'est vrai, ça c'est vraiment. Alors on ne sait pas dans quel sens, de quel côté ça tombe, mais vous aussi. Oui. Parce que vous êtes bien en mère tape dure. Oui. Quand vous allez arrêter, j'adore. Non, mais une vraie personnalité ne veut pas dire dur ou pas dur. Une vraie personnalité. Une autre personnalité autour de cette table, Pierre-Yves Martin. C'est insupportable. Mais là, c'est pas l'agneau, c'est la chèvre que vous avez fait alors. L'agneau au congrès des bouchers, c'est bien. J'adore. C'est vrai qu'il est choupi. Mais il y a quand même des trucs à dire. Il est choupi, oui, il est intelligent surtout. Et Philippe David qui est là. Oh bah oui, mais l'agneau, je sais pas. Non, pas le mouton, parce que moi, il serait un peu chauve quand même. Il manque la laine sur le dos. Vous êtes toutes les viandes, c'est ça. Ah oui, dans mon assiette, oui. Allez, soyez les bienvenus. Tout de suite, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David.
comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village et même un très grand village puisqu'il s'agit de Seattle, plus grande ville de l'État de Washington. Pourquoi Seattle ? Pas pour parler des plus grands tubes de Jimi Hendrix ou de Nirvana, mais parce que le match de football qui aura lieu le 26 juin prochain au Lemon Field laisse rêveur au point de se demander si la FIFA n'aurait pas fumé du Purple Haze pour reprendre un des principaux tubes de Jimi Hendrix, voire même l'ensemble de la pelouse du stade. En effet, le 26 juin prochain, le match qui se jouera à Seattle sera le Pride Match, match dédié à la communauté LGBTQ+. Jusque-là, rien à redire, sauf que ce match opposera l'Égypte à l'Iran. Oui, vous avez bien entendu, le match dédié à la communauté LGBT opposera l'Égypte, dont on ne peut pas dire qu'elle est le pays le plus gay-friendly qui existe, puisque les homosexuels y sont traqués sur les réseaux sociaux avec des policiers créant de faux profils sur les sites de rencontres, le dernier bar gay du Caire ayant fermé les portes il y a une dizaine d'années. Pire, des homosexuels ayant été arrêtés dans ce type de lieu ont pu écoper de peines de prison très lourdes, je pense aux 12 ans de réclusion pour des clients d'une boîte arrêtés en 2001. Face à l'Égypte se trouvera l'Iran, pays hyper gay-friendly, puisque les homosexuels y sont condamnés à mort et pendus en place publique. Quel dommage que l'Afghanistan des talibans ne se soit pas qualifié. Avec l'Iran en face, ça aurait fait un match parfait pour le dédier à la communauté LGBT. Devant une telle énormité, on hésite entre dire à son voisin « pince-moi, je rêve » ou à aller consulter son médecin en lui disant qu'on a des hallucinations. Le ridicule ne tue pas, contrairement à l'homophobie, heureusement pour la FIFA, au point que l'Iran a jugé, je cite, c'est à pleurer de rire, irrationnel la désignation de son match contre l'Égypte comme match des fiertés. Les temps que nous vivons sont totalement délirants. Si la FIFA était tombée aussi bas lors de la Coupe du Monde 1934 ou 1938, elle aurait été capable de dédier un match Italie-Allemagne à la défense des droits de l'homme ou à la lutte contre l'antisémitisme. Sérieux, c'est le Gorafi, là. Non, c'est pas le Gorafi, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui leur passe par le crâne? Et en plus de ça, vous avez l'Iran qui dit... Mais même l'Iran dit, nous, on ne veut pas. Parce que tu imagines un truc, un match les mecs Pride... vont jamais pouvoir revenir chez eux. Ça veut dire un match Pride, ça veut dire qu'en plus, ils mettent forcément le bandeau. Ah oui, mais je demande voir comment les joueurs et les dirigeants vont réagir. Mais non, mais... Maxime, qu'est-ce que vous dites? En fait, la date du match des fiertés de la FIFA pour la Coupe du Monde a été décidée avant le tirage au sort. Donc il se trouve que c'est tombé sur ce match-là. Peut-être qu'ils vont réagir, mais pour l'instant, ils ne l'ont pas fait. Voilà. Ah non, mais même l'Iran, c'est dans l'équipe depuis le début d'après-midi. Il dit nous, on n'assume pas on veut pas jouer ce match. Non, mais on est en plein délire. Non, mais pardon, c'est comme vous vous souvenez quand l'ONU avait nommé l'Iran président de la Commission des droits de l'homme. On laisse tomber la neige. Non, mais voilà. Merci, nous avez bien fait rire. Au revoir, next step. Écoutez, non mais c'est vraiment consternant, mais voilà, on sait pas quoi dire en fait. C'est vrai, on est un peu séché sur ce truc-là. C'est peut-être il y a peut-être un petit mauvais esprit, un petit diablotin qui est venu. Non mais moi je pense qu'ils sont débiles à la FIFA. Non mais tu sais, si on essayait pour leur forcer la main, comment tu peux imaginer que tu vas forcer la main au régime iranien avec le brassard et au régime égyptien? Comment tu peux imaginer et les mettre dans une position en disant c'est eux qui refusent? Enfin, je sais pas quel est le calcul politique. De toute façon, ce Gianni Infantino, il est insupportable. Mais ça se trouve, il rendra son maillot. Alors là, je vais vous dire, vous avez vraiment un regard perçant. Moi, de toute façon, dans la discussion, je suis complètement farcie. Vous savez. Allez. Et puis, vous avez vu qu'elle répond, mais elle vous jette un regard de sphinx quand même. Là, vous avez vu. C'est beau. Allez, les amis, après toutes ces bonnes blagues, pyramidal. Soyons à l'actualité, puisque l'actualité devrait tomber. On espère en tout cas de ce vote du budget en cas de rejet de Macron, enfin du rejet. Est-ce que Macron devra-t-il se dissoudre? J'ai même du mal à le dire. Se dissoudre, c'est intéressant le lapsus. Et on vous pose cette question, et bien pour le moment, vous dites oui à 94%. Vous voulez réagir? Appelez-nous pour témoigner au 0826 300 300. Il doit dissoudre ou pas? On veut vos avis. En tout cas, notre petit doigt qui s'appelle Françoise nous dit que ça passe. Allez, dans un instant, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David.
Soyez les bienvenus au 0826 300 300, cette maison Sud Radio. Et on évoquait hors antenne avec Françoise de Gois. Je ne sais pas si vous avez vu cette pub pour Intermarché avec ce conte de Noël et ce petit loup qui décide d'apprendre à manger, à cuisiner des légumes pour sauver les petits, les autres animaux. C'est trop mignon. On a le droit de dire qu'il y a quand même véritablement des patrons, notamment Intermarché, Serge Chaffard, mais Thierry Cotillard, évidemment pour les mousquetaires. On donne c'est pas du tout pour faire de la pub, c'est juste pour dire qu'il y a une conscientisation, il y a une humanisation qui n'est pas que marchande, qui s'installe vraiment dans la grande distribution. Intermarché, les publicités d'Intermarché pour Noël sont des merveilles, des bijoux de réalisation. Et attendez, le film de Noël qui va arriver, c'est choupinou. On embrasse le loup d'Intermarché, il est trop mignon. Ouais. Allez, il ne mangera pas l'agneau Pierre-Yves Martin. Non, parce que ça y est, il est végétarien maintenant. Ah bon. Autour de cette table, Philippe David, qui n'est pas végétarien, et c'est bien ce qu'on lui reproche. Non, je plaisante. Françoise de Gois avec Pierre-Yves Martin. Et tout de suite, la question du soir. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. Le moment est très grave. C'est le vote du budget de la nation qui est en cause. C'est un moment où il y a beaucoup de difficultés. On traverse un moment extrêmement grave, décisif pour le pays. Je pense que la France est à la croisée des chemins. Une dette incroyable, 3 228 milliards d'euros, un déficit record, pas de majorité à l'Assemblée nationale. On a le choix aujourd'hui entre relever la tête, accepter un budget de redressement ou s'enfoncer dans un déficit dont on sait aujourd'hui où il nous mènera, vers un affaiblissement durable. Bon courage, tenez bon. Les vraies voix Sud Radio. Et donc les députés se prononcent ce mardi sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 avec cette question du jour, Philippe. Vote du budget. En cas de rejet, Macron doit-il dissoudre ? Eh bien vous dites oui à 94%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Que vous soyez pour la dissolution, contre ou pour une autre solution, on attend vos appels. Eh ben justement, puisque vous avez la parole, Philippe David. Alors pour moi, évidemment, si jamais c'était rejeté, alors le vote est prévu d'ici à peu près 3/4 d'heure. Ouais, donc c'est ça. Le temps d'avoir les résultats, ça tombera a priori pendant l'émission de Magali Berda. Moi, je crois que là, si vraiment il y avait un rejet, il n'aurait pas d'autre choix que dissoudre. Mais Macron, à mon avis, ne dissoudra pas pour raison politique. Parce qu'en cas de dissolution, il risquerait d'avoir une majorité RN, et il ne veut surtout pas qu'on dise que c'est lui qui a amené le RN au pouvoir. Donc, l'aspect politique primant sur l'aspect économique, on n'aura pas de dissolution, mais ça, c'est que mon avis. Avant de donner la parole à François, je vais donner la parole à François Louis, n'importe quoi. Pierre-Yves Martin. Eh ben, écoutez, moi, je suis un peu distant par rapport à ce qui se passe sur l'actualité parlementaire. Ah bon, pourquoi je vais vous le dire. Non, parce que je suis un peu lassé, en fait. Je vais vous le dire. On aurait dit Sarkozy. Je vous le dis. Ça fait plus d'1 an et demi. Moi, ça me fatigue en fait de voir cette situation-là, de voir que les acteurs, les tendances, les majorités politiques sont pas capables de s'entendre, de voir que le président de la République n'est pas capable de trouver une voie de sortie convenable. Et à chaque fois, c'est la même approche. Donc voilà, avec des tactiques peut-être un peu plus aiguisées pour Monsieur Lecornu, mais au final, il va se passer quoi ? Il va rien se passer. Ça sera une fois de plus. Ouais, peut-être, mais il va se passer encore une fois de plus un budget qui est déjà qui repose même pas sur des principes clairs de gestion corrects. Et donc du coup, c'est aberrant de passer autant de temps pour sortir un budget déficitaire. Et voilà, et qu'un budget, c'est pas un compte de résultats, c'est pas un bilan, et que tant on raisonnera en vision budgétaire pure, et qu'on contrôlera pas correctement le pilotage financier de la France, il se passera ce qui se passe, c'est-à-dire une gabegie et un cataclysme à la fin de la fin, parce que depuis le début de l'année, il y a eu quand même une aggravation de plus de 250 ou de 300 milliards sur la dette française. Et on a l'impression que tout le monde s'en fiche. Je suis pas d'accord. Vous êtes vraiment injuste et je suis très étonné de votre part. J'ai l'impression d'entendre un discours populiste. Ce qui se passe à l'Assemblée, ce qui se passe à l'Assemblée est unique et je pense que ça ouvre la voie à ce à quoi on va être obligé de s'habituer dans les années qui viennent. C'est la première fois à l'Assemblée nationale que des groupes parlent ensemble et corrigent un budget. Vous savez très bien, moi je suis journaliste politique, j'ai commencé par l'Assemblée, ça n'est jamais arrivé. Vous arriviez à l'Assemblée, le budget il est prêt, vous avez le droit de donner 2-3 amendements
amendement et boum, on le passe, il est voté comme un seul homme. C'est la première fois que les parlementaires sont obligés de s'entendre et je ne suis pas d'accord avec vous. Le budget, ce sont des vies, c'est vos vies. Quand le gouvernement accepte la proposition du Parti Socialiste de ne pas geler les pensions de retraite, et ben c'est hyper important pour les gens qui ont 1000 ou 1100 euros de pension de retraite. Nous, on est là, on goberge, on piapiate, on philosophe autour des plateaux, mais on n'est pas la vraie France. Enfin, on en parlait tout à l'heure avec Cécile, des gens qui négocient à 50 centimes ou à 1 euro. Donc, je suis désolé, ce qui est en train de se passer à l'Assemblée, pour moi, est le changement d'une culture et d'une époque. Je trouve qu'on est on efface complètement le pouvoir présidentiel. Emmanuel Macron, si les gens disent la dissolution, je suis d'accord avec vous, il n'y en aura pas. Mais pourquoi? Parce qu'ils veulent finir le quinquennat sans lui. Ils lui disent, ok, tu veux pas partir, occupe-toi de l'international, ne remets pas tes pattes dans le débat public, laisse Le Cornu, Faure et Gabriel Attal s'entendre, laisse les deux tours jumelles extrémistes gueuler, ne rien vouloir, c'est-à-dire LFI et le RN, et on essaie d'avancer. Donc moi, je trouve, c'est la première fois que je trouve quelque chose de conséquent au Parlement. Voilà. Un vrai compromis. Un vrai compromis qui n'est pas une compromission. On glosse beaucoup sur la relation Le Cornu Faure, mais la réalité c'est que chacun des deux, il y en a un qui sait qu'il est de droite et l'autre qui sait de gauche. On ne peut pas trouver de majorité, personne n'en a. Donc on essaie de faire un chemin ensemble. Moi je dis on parce que je me suis solidaire de ces gens qui veulent arriver, que ce soit la droite de Le Cornu ou la gauche d'Olivier Faure, qui veulent arriver à un compromis. Je les soutiens à fond parce que c'est ça la vraie révolution aujourd'hui en France, c'est d'arriver à un compromis. Allez-y, Philippe. Non, mais je voulais savoir quel était votre regard sur Le Cornu, parce qu'il a quand même été à la manette. Est-ce que aujourd'hui c'est quelqu'un qui compte véritablement dans le paysage politique? Je pense qu'il y a deux hommes qui émergent de ce budget. Il y a Sébastien Lecornu et Olivier Faure, tous les deux qui bossent. On voit Faure, alors c'est plus lent, il grimpe dans l'opinion. Lecornu fait une émergence. Je pense vraiment. Simplement, le Cornu, il a juste besoin d'exister, donc. Il est très aiguisé. Il a besoin de durer à Matignon, donc il a une approche très aiguisée, très talentueuse pour essayer de fédérer, ça c'est sûr. Olivier Faure de grâce, non. Bien sûr que si. Il émerge et je pense que ce sera l'héritier naturel d'Emmanuel Macron, vous verrez. S'il passe le budget Sébastien Lecornu, il balayera Édouard Philippe, ça moi j'en suis sûr. Alors, deux choses. Premièrement, Cécile, pour répondre à votre première question, moi je trouve que Le Cornu navigue plutôt pas mal dans des eaux que je qualifierais de pas très calmes. C'était pas gagné. C'est dans la tempête, il navigue plutôt pas trop mal. Mais en revanche, moi je crois pas, comme Françoise, que ce soit le début du consensus, comme on fait en Allemagne, etc., qui arrive. C'est parce que nombre de députés ont peur de perdre leur siège en cas de dissolution et qu'ils se disent mieux vaut voter un budget avec lequel je ne suis pas d'accord plutôt que ne pas le voter, que Macron, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit Mitterrand, appuie sur le bouton. C'est Hibernatus, vous êtes endormi. Chirac appuie sur Giscard appuie sur le bouton dissolution et que je perds mon poste de député. Parce que ça, c'est quand même une raison inavouable, mais qui est une réalité. C'est intéressant. Est-ce que ça va pas créer un précédent justement? Moi, je trouve ça super parce qu'on est en train de quitter tranquillement. Pourquoi? Moi, je suis une militante folle et absolue de la 6e. Non, mais dans le sens dans le sens de la passion de la 6e République, je pense qu'il faut terminer avec la 5e parce qu'elle est allée au bout de là où elle peut aller avec Emmanuel Macron. Et la 6e République, c'est pas quelque chose qui est porté que par LFI. Je pense qu'il faut revitaliser. Vous donnez raison à LFI qui depuis des années. Mais le PS demande la 6e République depuis des années. Moi, je trouve que c'est super. Le régime parlementaire, on n'est pas tombé dans la 4e ou la 5e. Chacun apporte sa pierre à l'édifice, bon sang, mais franchement, ça n'est jamais arrivé qu'on corrige un budget dans ce pays depuis 50. C'est extraordinaire. Non, c'est pas extraordinaire parce que. Arrêtez de taper sur cette table, en fait. Ok, d'accord. Alors, on tape plus sur la table. Non, je trouve pas ça extraordinaire parce que, en fait, le truc, c'est que on a souffert pendant la 3e et 4e République d'une lenteur, d'une inertie, parce que les partis politiques n'arrivaient pas à s'entendre, d'une instabilité gouvernementale. C'est pas le cas, là. Attendez, et donc du coup on a fait cette 5e République et je pense que la 5e République, pour moi, mais je suis un peu iconoclaste là-dessus, pour moi elle a encore un avenir. Le sujet, c'est notre capacité en tant que citoyen à élire la bonne personnalité. On n'y arrive jamais.
Pardon ? On n'y arrive jamais parce que. Mais parce que aussi on fait peut-être mal notre job de c'est pas citoyen. vrai. Quand vous poussez, quand vous poussez la porte, on se laisse endormir par la musicalité présidentielle ou électorale. Quand vous poussez la porte, et tous les présidents, je peux vous le dire, on les connaît tous, que ce soit Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron, et même Jacques Chirac, à l'époque, j'avais beaucoup discuté avec lui à la fin. Honnêtement, quand vous poussez la porte de ce bureau de l'Élysée, votre psyché change totalement. C'est-à-dire que c'est pas le problème des Français, c'est que vous vous trouvez être le chef d'État du monde occidental, des pays riches en gros, qui a la plus grande puissance. Même le président des États-Unis n'a pas la puissance du président de la République française. Alors on est le seul pays où le président peut dissoudre l'Assemblée. C'est incroyable. Et si vous voulez, et c'est les psychés qui changent. Il faut en terminer avec ce régime monarchique présidentiel. Il faut en finir. Excusez-moi, en finir avec le régime monarchique pour mettre quoi à la place? Que la 6ème République, on peut faire une 4e bis, une 3e bis. Un régime de Premier ministre, moi je sens vraiment qu'il faut... Donc on arrête l'élection du président au suffrage universel. Écoutez, je pense qu'il faut s'orienter vers quelque chose. Je sais que donc on revient aux origines de la 5e. Je sais que c'est la mère des batailles. Moi-même, nous commençons tous à avoir les yeux qui brillent dès qu'on parle de la présidentielle. C'est la mère des batailles. C'est celle pour laquelle tout le monde se prépare. Ou alors on change les règles. On ne fait plus 2 quinquennats. On fait un septennat non renouvelable. Mais on ne peut plus avoir à la tête une mécanique qui conforte le pire égotisme chez tous les présidents de la République. Même François Hollande n'y a pas échappé. Mais les Français veulent un monarque. Ils veulent les Français ne se sont jamais remis d'avoir guillotiné Louis XVI. Ça n'est pas vrai. Donc ils veulent un monarque républicain. Non, ça n'est pas vrai, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Philippe, je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, on n'est pas. Ce n'est pas vrai. C'est peut-être un paradoxe, je ne sais pas. Oui, c'est un paradoxe, oui. Très bien. Mais en fait, le sujet, c'est qu'on a tous en nous, effectivement, cette espèce d'excitation devant l'élection présidentielle, de la rencontre entre un homme providentiel, entre guillemets, et l'expression de l'opinion. Et en même temps, on veut bien que ça soit représentatif et on aime le parlementarisme, etc. Ça m'a fait plaisir qu'on parle de moi. J'ai entendu parler d'homme providentiel. Mon Dieu. Mais mon Dieu, c'est pas possible. On dit rien. Vivement les fêtes de fin d'année. Tu veux vraiment qu'on fasse un suffrage universel direct sur les gens des vraies voix? Tu sais qui va gagner. Vous savez quoi? Minibus. Je vais aller vous chercher une camomille, ça va vous calmer. Allez, merci beaucoup Françoise Degois, merci Pierre-Yves Martin, merci beaucoup Philippe David. Vous restez avec moi bien entendu. Et le 0826 300 300. Le sapin de Noël Sud Radio. Et qui c'est qui grigne? Eh ben c'est Cyril qui est là. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Bonsoir les vraies voix. Comment ça va Cyril? Ça va très bien. Je suis très très content de vous avoir ce soir. Eh bien, je peux comprendre. Puisque vous avez remporté, on est allé chercher le cadeau sous le sapin, une machine à café luxe café de la marque Ninja. Elle est énorme. J'espère que vous avez de la place dans la cuisine. La Ninja Luxe Café, c'est la machine à café qui vous offre une vraie expérience barista, un large choix de boissons. Vous allez voir, vous pourrez prendre un petit expresso le matin, un americano, un latte l'après-midi, un cappuccino aussi. En tout cas, vous ferez ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, ce magnifique cadeau va arriver chez vous très rapidement, mon cher Cyril. Merci beaucoup à vous. Et Cyril, vous connaissez le principe ou quoi? Il y a une tradition dans les vraies voix. Vous connaissez? Une tradition dans les vraies voix. Seulement, c'est le cri de la joie. Quand on gagne. Oui. Vous pouvez nous le refaire parce que celui-là, il est excellent. Alors attendez, attention, 1, 2, 3, Cyril, c'est à vous. Oui. À ne pas confondre avec un... Bon, bref. Vous écoutez... Vous écoutez régulièrement... Quand même, abusez pas, là. Vous écoutez régulièrement Sud Radio, Cyril? Tous les jours, je vous écoute tous les jours, toute la journée. Ouais. Oh, magnifique. Eh ben, on va vous faire une heure de danse en disant que même la nuit, vous pouvez y aller maintenant. Merci beaucoup, Cyril, en tout cas. Vous faites quoi dans la vie, Cyril? Je suis plaquiste. Ah, magnifique. Moi, j'adore faire des travaux. Ouais. Ah, mais moi, j'adore faire des travaux. Moi aussi, vous faites les équerres, le BA13 et en avant. J'adore ça. Voilà, bah, en tout cas, c'est des métiers manuels qu'on adore et dont on a vraiment boire de bons cafés. Voilà, et comme ça, vous ferez des bons cafés et vous nous inviterez chez vous, à Lugrin. Ça marche. En Haute-Savoie. Il y a de la neige ou pas? Non, il n'y a pas de neige. En station, peut-être un petit peu en haut, dans les hauteurs, mais pas en bas. Bon, bah, très bien. Bah, merci en tout cas d'avoir joué avec nous et merci de votre fidélité. J'embrasse
tout le monde et bonne et fin de soirée à vous. Allez, voilà. Bonne soirée et puis bonne fête de fin d'année. Merci Françoise, merci Pierre-Yves Martin. Dans un instant, on va vous parler des métiers du sport, un secteur en France a une filière très intéressante économiquement et socialement. On en parle dans un instant avec nos invités. Soyez les bienvenus. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.